La matinée vient de se terminer. J'ai passé une matinée au cœur de ma plasticité neuronale. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager une vidéo et en fait les habitudes, les routines, du pourquoi en fait derrière ces routines-là et comment en fait ça peut nous conduire, ça peut être une voie vers la santé mentale. En tout cas, utiliser ce qu'on connaît de la physiologie et du fonctionnement du système nerveux pour donner un pourquoi à ces routines et changer peut-être ses habitudes pour atteindre tel ou tel objectif. Vous savez, dans intégration, dans cette formation, le but c'est de mettre le doigt sur tout ce qui constitue l'accumulation et l'absorption telle une éponge d'informations. Que ce soit au niveau vraiment concret, l'anabolisme, la prise de masse musculaire fonctionnelle que je peux vous proposer à travers les exercices physiques, comme ce que j'ai pu vous partager au niveau de l'alimentation, au niveau de l'apprentissage, au niveau aujourd'hui de la plasticité neuronale. En gros, c'est comment je fais pour me transformer en éponge. C'est ça le projet finalement d'intégration. Et cette thématique-là va sans doute s'articuler autour de plusieurs vidéos, mais en tout cas là, je veux vous présenter le pourquoi derrière les routines matinales, entre autres. Donc là, vous voyez, il y a du soleil dehors, la matinée s'est terminée, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Parce que dans Connexion, et même dans les vidéos d'avant, les formations précédentes, je vous montrais mes routines du matin. Je vous montrais comment jeûner le matin, je vous montrais comment j'étudiais le matin, qu'est-ce que j'enchaînais, etc. Et en fait, il y a un pourquoi derrière. Donc, on va voir un petit peu tout ça, tout ce qui se passe dans le corps. Vous allez voir, c'est toujours, comme toujours, très passionnant. D'abord, j'ai noté une petite phrase là qui se rapproche de ce thème, mais qui est beaucoup plus large. C'est ce que l'on répète souvent, c'est il faut aimer ce que l'on fait. Il faut aimer vraiment les actes que nous sommes en train de faire. Donc, je vois des gens qui, en fait, s'acharnent à essayer d'aimer ce qu'ils sont en train de faire. Que ce soit le sport, par exemple. Vraiment, c'est ma grande passion et c'est ce que j'enseigne au quotidien. Donc, c'est toujours cet exemple-là que je prends. Mais on pourrait prendre ça dans plein d'autres choses. Ceux qui se forcent à vouloir jouer du piano, ceux qui se forcent à vouloir apprendre à tirer à l'arc, ceux qui se forcent à vouloir faire du sport, tout ça parce que c'est à la mode, parce qu'on leur a dit que c'était bon pour la santé, parce que, alors qu'il faudrait d'abord qu'ils s'écoutent eux-mêmes. Dans les exercices physiques que je vous propose, je ne vous impose pas de faire ces exercices physiques. Ce sont des propositions qui peuvent totalement venir en complément d'une activité physique, que ce soit un sport collectif, que ce soit un sport individuel, peu importe. Ça peut être tout à fait le fait de faire des tractions, des pompes, des squats, etc., votre activité principale. Moi, j'adore le calisthénique, j'adore le travail au poids du corps, j'aime aussi le travail avec de la surcharge, le travail dit plutôt de musculation. Ça, j'en fais ma pratique principale, mais c'est moi parce que je fais ce que j'aime. Il y a une grande différence entre aimer ce que l'on fait et faire ce que l'on aime. Il faut bien s'en rendre compte. Donc, c'est une proposition, ce que je vous donne. Mais si votre cœur n'y est pas à 100%, ne lui accordez pas 100% de votre attention. Donnez-lui une place qu'elle mérite, peut-être 20%, 30% dans la semaine de votre temps, de votre attention, en complément. Ou sinon, testez, et si vraiment ça vous rebute, vous ne l'implémenterez pas dans votre vie, mais vous trouverez un pendant similaire, parce que tout ça, il y a énormément de transférabilité, hein, ce sont des grands principes que j'essaye de vous transmettre, dans d'autres pratiques. Dans d'autres pratiques, que ce soit physique ou pas. Donc, il faut bien comprendre que si les pompes, les tractions, les tirages, les fentes avant, les squats, tout ce qu'on voit dans Connexion, dans Intégration, même dans les formations du niveau 1, ça vous branche pas plus que ça et ça vous fait pas vibrer, vous sentez pas le souffle de l'aventure chaque matin avant de passer à votre séance, c'est que vous essayez d'aimer ce que vous faites au lieu de faire ce que vous aimez. Donc vraiment, il faut rentrer. Vous vous trompez peut-être de porte d'entrée. Voilà. Bon, tout ça, ça vient de aussi, ça rejoint la plasticité parce que quand on est dans un flow, quand on est en train de faire quelque chose dont on connaît déjà la stratégie, quand on fait quelque chose qu'on maîtrise, c'est là où la plasticité est minimale.
C'est à contre-courant de ce qui est souvent malheureusement colporté sur les réseaux sociaux, de « Ah ouais, aujourd'hui j'étais en train de dessiner, ou de peindre, ou de jouer du piano, ou sinon je jouais au tennis, et j'étais dans mon flow. Et c'est là où mon cerveau devait être en train de... » Non, pas du tout. Quand vous êtes dans le flow, le cerveau ne change aucune architecture. C'est le niveau zéro de la plasticité, parce qu'il est en train de faire des choses qu'il adore, qu'il connaît déjà, toute la stratégie est délimitée, et le DPO que l'on va voir par la suite, qui est DPO, qui est là, c'est Duration, Path, Outcome, durée, cheminement et résultat. Tout ça, c'est trois grandes choses que le cerveau essaie sans arrêt de résoudre et d'anticiper. Votre cerveau, il est sans arrêt en train de se demander combien de temps va durer l'action, comment je vais réaliser l'action, et le résultat, qu'est-ce que ça va fournir comme résultat sur moi, quels vont être mes ressentis. Et ça, il fait sans arrêt. Que vous soyez en train de parler devant une caméra, que vous soyez en train de marcher, que vous soyez en train de manger, que vous soyez en train de faire du sport, à chaque milliseconde, il est dans ce DPO-là. Mais plus le DPO est connu, plus la stratégie à mettre en œuvre est connue, on connaît la durée, le processus et le résultat, moins le cerveau va demander de changer son architecture. Donc là, il y a une différence à faire. Changer l'architecture du cerveau, c'est la définition de la plasticité. C'est-à-dire que, j'utilise le terme architecture à dessein. C'est-à-dire que votre réseau de neurones que constitue votre cerveau et votre système nerveux tout entier, il faut l'imaginer comme une grande toile d'araignée ou comme un grand plan d'architecte. Okay, le plan d'un bâtiment, le plan d'une maison. Et donc, vous imaginez bien que les plans ou la toile d'araignée, elle est délimitée, elle est belle, elle est déjà forgée, mais elle est plastique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tisser des nouveaux liens et créer de nouveaux ponts et changer la configuration même de la toile d'araignée ou changer le plan du bâtiment. Ça, il faut bien comprendre que la plasticité, pour changer le plan du bâtiment, on va jouer sur la stimulation et la consolidation. Il y a deux grands volets à la plasticité neuronale. Pour changer en fait qui l'on est et changer notre cerveau, apprendre des nouvelles choses, on doit d'abord passer par la stimulation, et ça, c'est pendant la journée. Nous sommes des animaux diurnes, c'est dans l'acte que ça va se faire, et on pourrait dire, pour filer la métaphore, que c'est pendant la journée que travaille l'architecte. Il modifie le plan, il tente des nouvelles choses, il tisse une nouvelle toile, il change le plan du building, l'architecte bosse pendant la journée. Mais les changements dans le plan et la construction, les maçons, le maçon, lui, il bosse pendant la nuit. Il bosse pendant le sommeil, et le NSDR qu'on a vu, le Non-Sleep Deep Rest qu'on a vu dans une autre vidéo, dans deux autres vidéos théoriques et pratiques dans l'intégration. Et maintenant, vous commencez sans doute à, si vous avez vu ces vidéos, à comprendre pourquoi. Mais c'est dans ce laps de temps que la consolidation se passe, c'est-à-dire que les maçons regardent le plan et structurent la chose. C'est pour ça que pendant la journée, vous allez galérer à essayer d'apprendre à jouer du piano, et ça passe pas. Ça passe pas, ça vous gonfle, c'est énervant. Et le lendemain, vous vous réveillez, vous vous remettez au piano et ça passe. J'arrive à jouer. Parce que vous avez consolidé pendant la nuit. La nuit, c'est un temps où on répète, le cerveau répète tout ce qu'il a vu dans la journée, en vitesse rapide, et il consolide les choses. Donc, encore une fois, l'architecte bosse le jour, le maçon bosse la nuit. Donc, stimulation et consolidation, c'est extrêmement important. Au-dessus, j'ai écrit que la plasticité ne devait pas être un objectif, car c'est un changement. Encore une fois, cette plasticité neuronale, on la recherche comme un objectif beaucoup sur Internet, c'est mis en exergue comme ça, ah ouais, il faut faire augmenter sa plasticité, etc. C'est pas un objectif, la plasticité, elle arrive en tout temps, tout le temps. Votre cerveau est en train de reconfigurer les choses. Évidemment, si vous restez dans un DPO complètement connu et que vous ne sortez jamais de votre zone de confort, la plasticité est minime, ça c'est sûr. Le changement sera minime. Cependant, la plasticité n'est pas quelque chose à atteindre, c'est un changement. Donc, la question importante à se poser, c'est un changement, mais pourquoi et vers quoi? Quel est l'objectif derrière? Qu'est-ce que je cherche à apprendre? Qu'est-ce que je cherche à changer en moi? Parce que là, vous pouvez œuvrer dans quelque chose de positif, au lieu de peut-être
aller dans de la stagnation, voire de la régression. C'est pour ça que c'est important à garder à l'esprit. Donc, les plasticités, on peut les voir sur court terme, moyen terme et long terme. Court terme, c'est au fil de la journée, il y a une plasticité qui s'opère selon le cycle du jour, comme je vais vous en parler aussi, selon l'adaptation du cerveau durant la journée. Il y a du très court terme. Il y a du moyen terme aussi, et ça peut être... moi, ça me refait penser... La plasticité à moyen terme, c'est l'apprentissage à moyen terme. Ça me fait penser à quand on était étudiant et qu'on bossait tout l'examen la veille. C'est-à-dire on révisait comme des fous uniquement 24 heures ou 48 heures avant l'examen. On apprenait, on faisait du par cœur, on passait l'examen, et après, pouf, ça sort de l'esprit. Ou quand vous allez visiter une ville, vous partez en voyage, vous renseignez sur la ville, sur les quartiers, sur les choses à voir, etc. Vous faites votre voyage, puis après le voyage, ça s'en va. C'est du moyen terme. Donc c'est vraiment de l'apprentissage d'étudiants de licence, quoi. Voilà. Et puis on a le long terme. Et c'est ça finalement qui nous intéresse. C'est ça qu'on cherche dans la plasticité, c'est apprendre une nouvelle langue, apprendre à jouer du piano, apprendre à jouer au tennis, apprendre que ce soit motricité ou apprentissage académique. On cherche à ancrer des choses durablement dans notre cerveau. C'est ça finalement ce qu'on cherche dans la santé mentale et vraiment cette plasticité neuronale. Et bien alors, quelle stratégie pour le matin? Quelles conséquences de la routine que ça peut avoir? Alors, je vais vous parler, force est de constater que je vais encore vous parler de la lumière du jour et des cycles circadiens. Cette corrélation qu'il y a au matin, je vais prendre deux grands cas, c'est si vous vous réveillez le matin et que vous êtes fatigué, vous faites partie de cette catégorie de personnes qui se réveillent le matin plus fatiguées que la veille, ou si vous vous réveillez le matin et que vous êtes plein d'énergie. Le sommeil a été réparateur, c'est génial. On va jouer sur ces deux tableaux, comme ça répondra à peu près à 75%, 80% des gens. Quand la lumière du jour arrive dans votre œil, au lever du soleil, donc autour du lever du soleil, après 9-10 heures du mat, vous rentrez dans la dead zone, vous ne changerez plus votre horloge circadienne. Donc c'est vraiment autour du lever du soleil que c'est important de voir le lever du jour. Je l'ai expliqué sur Verisme TV, donc je pense que vous le savez maintenant, mais pour rappel, nous avons dans le bas de la rétine des neurones à mélanopsine, et ces neurones à mélanopsine font synapse avec le noyau suprachiasmatique qui est au niveau de l'hypothalamus, qui est lui le chef d'orchestre principal de notre horloge biologique. Et il y a un lien direct avec les glandes surrénales, qui sont donc au-dessus de nos reins. Et là, ça permet la sécrétion de cortisol. C'est-à-dire le matin, ce qui nous fait éveiller et ce qui nous rend alerte, c'est la sécrétion entre autres des corticostéroïdes et noradrénaline et adrénaline, ces neurohormones qui sont aussi relâchées par les glandes surrénales dans le système. Et c'est ça qui va nous donner du peps en nous levant. Cortisol, noradrénaline, donc, comme je l'ai mis. Et bien ce réseau-là, il connaît aussi une plasticité, c'est un réseau neuronal. Ce qui veut dire que il va se renforcer plus vous l'exploitez. Donc pour les gens qui ont du mal à régler leur sommeil, qui ont des problèmes de sommeil, qui se réveillent fatigués et qui se couchent très tard et se lèvent très tard après, petit à petit vous pouvez régler ça en vous levant, je l'ai déjà expliqué, mais en vous levant autour du lever du soleil et en sortant dehors pour voir la lumière du soleil, pas à travers une vitre mais vraiment dehors, 5 à 10 minutes. Et puis après, si vous devez aller vous recoucher, pas de problème. Mais il faut retravailler cette route-là, qui va changer son architecture et se renforcer, parce que c'est une plasticité. Et ce qui va avoir tendance, sur le long terme, au bout de 3-4 jours, à vous pousser à aller vous coucher plus tôt le soir pour faire une plus grosse nuit et mieux dormir. D'accord ? N'oubliez pas que notre GH, notre hormone de croissance, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, elle est avant tout sécrétée au début de la nuit. Donc c'est pour ça que le vieil adage des grands-mères, les heures avant minuit comptent double, c'est un petit peu vrai au niveau physiologique. C'est celles qui permettent de la croissance vraiment optimisée à tous les sens du terme, dont notre plasticité neuronale. Donc, on se réveille, on met le réveil autour du lever du soleil, on va dehors, on voit le lever du soleil. Si on a besoin d'aller se recoucher, on va se recoucher, mais au moins on commence par ça. Et c'est un excellent outil, extrêmement puissant, mais pour moi c'est le plus fondamental. Donc, comment optimiser tout ça ensuite?
Euh, la caféine, la théine et les stimulants. Prenons nos deux cas donc. Cas où vous vous réveillez le matin et vous êtes fatigué. Je vous recommande de décaler. Bon, déjà, je ne suis pas grand fan des consommations de stimulants, mais s'il y en a, on va partir on va partir de l'hypothèse que vous consommez soit de la théine, soit de la caféine, soit du maté, soit voilà. Les stimulants, essayez de les décaler de 2 heures, au moins après le réveil, d'accord? Pas tout de suite. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai expliqué, le sommeil, l'envie de dormir vient aussi de l'accumulation dans le corps d'une molécule qui s'appelle l'adénosine. Et plus l'adénosine s'accumule dans le corps, plus on a envie de faire dodo. Se fixe sur des récepteurs dans le cerveau qui poussent à aller dormir. D'accord? Le problème, c'est que la caféine, elle va se bloquer, en fait, cette molécule, la caféine, va se bloquer, va se figer, va se fixer sur ces mêmes récepteurs et empêcher l'adénosine de jouer son rôle. Le cortisol, normalement, joue ce rôle. Normalement, le cortisol, au réveil, est élevé et il empêche l'adénosine de jouer son rôle de « je pousse le corps à aller au lit ». Donc si vous buvez un café, tout de suite au réveil, alors que vous êtes fatigué, vous dites « ah, j'ai besoin de me réveiller, j'ai besoin de boire un café », vous empêchez la montée normale du cortisol, la montée naturelle du cortisol, et vous jouez sur la caféine. La caféine se fixe sur les récepteurs à adénosine, l'adénosine ne peut pas jouer son job, oui, mais pour un certain temps. À partir du moment où la caféine va sortir du système, va se décrocher des récepteurs à adénosine, vous allez connaître un crash en fait. Parce que là, tout d'un coup, il n'y aura que l'adénosine qui va se refixer et elle va vous pousser à aller faire dodo. Alors que normalement, on aurait dû avoir notre cortisol qui était là. Ben non, vous avez empêché le cortisol de venir en le remplaçant par un café. C'est pour ça que j'ai écrit prendre un café ou prendre du cortisol. Café ou cortisol, il faut choisir. Le café, il va sans doute vous faire connaître un crash vers 11 h du mat. Et vous allez reprendre un deuxième café pour remonter la pente. Parce que l'adénosine va se fixer, alors que si on avait eu du cortisol dès le départ, il aurait joué son job jusqu'en milieu d'après-midi où il décroît. Et là, la mélatonine, l'hormone du sommeil sécrétée par la glande pinéale, s'accroît. Et on a l'adénosine qui, s'accumulant toute la journée, joue son rôle de nous faire aller nous coucher. Donc si vous êtes fatigué, laissez une plage de 2 heures minimum avant de prendre un excitant, afin que la caféine arrive et qu'elle surfe simplement sur la vague du cortisol qui a bien été sécrété. Si vous êtes un peu comme moi, vous faites partie des gens qui se réveillent le matin plein d'énergie, sautez du lit. Là, c'est sûr que vous serez sans doute à même de vous accommoder d'un petit café ou du thé, mais là, attention à la dose. Je ne sais plus si je l'ai écrit, mais ouais, attention à la dose. D'accord? Donc si vous êtes fatigué, vous voyez le lever du soleil, j'avais tout récapitulé là, mais je l'ai dit en parlant. On attend le 2 heures pour prendre un stimulant. Je vous recommande encore une fois d'éviter les stimulants. C'est vraiment ce que je vous recommande, mais je veux m'adresser à tout le monde et je veux toujours que ces formations soient très inclusives. Donc, on part de ce principe-là et si vous en consommez, le naturopathe que je suis ne peut que vous recommander de consommer vraiment du qualitatif, c'est-à-dire café, thé ou peu importe, bio à minima. Et après, on va voir la suite. Et si vous êtes donc alerte le matin, c'est là justement où on veut placer notre étude, notre prise de notes. C'est-à-dire, dans Connexion, je vous ai montré, dans le module précédent, comment je travaillais le matin. C'est le moment où je prends mon livre de physio, je prends des notes, je lis des choses, voilà, je cherche l'apprentissage. Parce que là, je veux maximiser ma plasticité. Je suis dans le bon mood, je suis dans le bon état d'esprit. D'accord? J'ai l'énergie qui va avec. Par contre, si j'étais dans la catégorie des fatigués, là, la stratégie aurait été différente. Là, on veut pas commencer par la tâche la plus difficile de la journée. Et j'entends souvent ça encore dans le monde du développement personnel, c'est le matin, il faut commencer par le truc le plus chiant. Comme ça, on est débarrassé. Il faut, voilà, vous êtes les managers, les chefs d'entreprise, les machins, etc. Ou même si vous êtes entrepreneur, seul, à votre compte, etc. Commencez par la tâche la plus difficile le matin. Pas forcément. Ça dépend. Encore une fois, ça dépend. Ça dépend. Si vous êtes fatigué et crevé le matin,
Là, justement, vous n'êtes pas dans un circuit cérébral, comme on a vu dans Connexion, vous vous rappelez, il y a le mode par défaut, le mode science et le mode exécutif. C'est le mode science qu'on recherche pour travailler. Si vous êtes dans le mode exécutif ou le mode par défaut, parasympathique, repos, moi j'irai plutôt sur des choses où je gère justement mon DPO et maximum. Plus vous êtes anxieux, fatigué, voilà, mieux vaut aller vers une stratégie que votre cerveau connaît déjà, et donc avec un DPO connu. Donc là, lisez un livre que vous connaissez très bien, sur un sujet que vous connaissez très bien, qui ne va pas vous pousser à une nouvelle réflexion. Voilà, vous pouvez faire une méditation, vous pouvez aller vers des choses connues, et où il n'y a pas de taux de risque, il n'y a pas de taux de risque de mise au challenge intellectuel. D'accord ? Question qui m'est souvent posée et que j'entends souvent, est-ce que je dois étudier avec une musique dans le fond, avec des bruits dans le fond, avec des beats, avec des rythmes Pourquoi il y a certaines personnes qui vont travailler en terrasse de café? Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche pas? Voilà, ça c'est des questions qui reviennent très souvent. Encore une fois, ça dépend de l'état de votre système nerveux. Si vous êtes en état d'alerte, on va parler du go et du no-go après. Si vous êtes fatigué, éreinté, vraiment crevé, moi j'irai sur l'activation du mode science. C'est-à-dire vous avez besoin de travailler, peut-être que si vous connaissez une petite fatigue du matin, vous êtes encore un peu groggy, etc. Une douce musique dans le fond, vraiment bas, un léger brouhaha, voire des conversations autour de vous sur une terrasse, va vous permettre de passer en mode science. C'est-à-dire, votre cerveau va faire l'effort de se dégager du brouhaha et du bruit inutile pour se focaliser sur quelque chose de saillant. Vous savez, quelque chose de saillant, vous avez un tableau blanc là, comme Jean-Louis, vous avez quelque chose de rouge au milieu, et bien ce point rouge sur du blanc, il est saillant, c'est ce qui ressort. Ça s'appelle, donc, ça illustre très bien le mode science du cerveau, où il scanne l'environnement et il sait retrouver ce qui est essentiel. Là, ça peut vous aider. Maintenant, si vous êtes en mode très alerte, trop alerte, vous avez consommé 25 cafés. J'ai dit trop alerte, je suis désolé pour la liaison. Vous avez consommé 25 cafés, vous êtes en état de panique et ou vous avez connu un stress, une mauvaise nouvelle, votre patron vous a appelé au téléphone, vous êtes en état de arousal, comme disent les Américains, très haut. Là, il faut du silence. C'est-à-dire que tout va vous faire papillonner. Toute distraction autour de vous va vous faire toc toc toc, regarder ailleurs et être une distraction. Même une musique va vous gonfler, une mouche dans la pièce va passer. Moi, le matin, quand je travaille, généralement, c'est silence parce que je suis en bon mode science. Mais parfois, si je suis trop excité et s'il y a quelque chose qui me travaille dans l'esprit, de la veille, du matin, je sais pas, il y a eu un mail, il y a eu un coup de téléphone, il y a eu une mauvaise nouvelle, peu importe, je m'en rends compte au petit bruit qui m'agace. C'est-à-dire une mouche dans la pièce. Normalement, on s'en fout, mais là, la mouche dans la pièce, elle me prend toute mon attention là, et là, ça me gonfle ce bruit-là. Là, je dis, si ce genre de petit bruit m'énerve, c'est que c'est mauvais signe. Voilà, c'est des petites choses, les objets mal rangés, etc. Tout ça, ça nous agace un petit peu, on le sent. On est trop. Donc là, silence. On veut se placer dans un mode silence. Éteignez votre portable et mettez-le dans un endroit inaccessible. Voilà. Sortez les distractions de vous et ça va beaucoup mieux passer. Donc là, pour le premier cas, on voulait, comme je vous l'ai dit, se focaliser sur une tâche dont on connaît la stratégie, un DPO connu. Là, on accentue le sommeil. Et en fait, tout ça, c'est pour jouer sur ce système go et no go. À la base, vraiment, ici, on a certains types de ganglions, donc des groupes de neurones, qui parlent avec le préfrontal, avec le cortex préfrontal qui est ici. Il y a deux voies. En fait, la dopamine, c'est le neurotransmetteur qui va nous intéresser ici, va soit se fixer sur les récepteurs D1,
Et ça, c'est le mode go, c'est-à-dire je passe à l'acte, passage à l'action, soit se fixer sur les récepteurs D2. Ça, c'est le no-go, c'est l'inhibition de l'action. Okay. En fait, ce qu'il faut, c'est arriver à gérer, être bon, trouver le sweet spot, comme disent les Américains, entre les deux. C'est-à-dire que si vous êtes dans un état où vous avez bu 25 cafés, comme je disais tout à l'heure, et ou que vous avez eu des mauvaises nouvelles et que vous êtes en état adrénaline, etc., trop élevé, vous serez à la fois avec un go très puissant, donc passage à l'acte très fort, mais vous serez aussi très mauvais au no-go, c'est-à-dire à l'inhibition de l'action. Vous serez très mauvais à l'inhibition de l'action. Et donc, pour trouver le geste juste, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le monde du business, ou que ce soit dans le développement personnel ou dans l'apprentissage, il faut avant tout que le cerveau soit très bon à éliminer l'inutile, l'action inutile. Il évince d'abord l'action inutile pour ne garder que ce qui est pertinent. C'est pour ça qu'on dit on n'utilise que 10% de nos cerveaux. Ben oui, ça a une raison. C'est parce que si on utilisait toutes les possibilités de notre champ des possibles, on ferait un gros brouillon. Il faut d'abord écarter tout ce qui est inutile pour garder vraiment ce qui est le plus juste. Et ça, il faut être bon dans le no-go aussi. Donc c'est à la fois être bon dans le go et à la fois être bon dans le no-go. Pas facile. Donc il faut savoir jouer sur les deux. On ne peut pas choisir je vais activer que du D1 ou je vais activer que du D2. Il faut vraiment se dire, ok, là, actuellement, là, je suis dans quel état d'esprit? Je suis dans une bonne énergie, je suis dans le mode noradrénaline, vous savez, ce neurotransmetteur-là, qui est différent de l'adrénaline parce que c'est vraiment le neurotransmetteur qui, du focus, du bon stress, de l'activation du système nerveux, qui va être transformé en adrénaline par le cortisol. Et là, l'adrénaline, c'est plutôt la fuite, c'est plutôt la débandade. Et là, justement, on est justement dans un état d'alerte tellement fort qu'on est à la fois beaucoup dans le go, mais aussi mauvais à gérer l'inhibition de l'action. Il faudrait être entre les deux. Et pour ça, il faut se poser la bonne question. Est-ce que je suis bien dans mon focus? Est-ce que je suis trop fort ou est-ce que je suis fatigué? Le no-go n'est pas activé, il n'y a pas de dopamine et j'ai juste besoin de plus de repos. Donc ça, voilà, on a deux stratégies. Et le tout, c'est de savoir s'écouter et observer. Sinon, vous allez vous retrouver, par exemple, si vous êtes fatigué et que vous tentez une stratégie d'alerte, c'est-à-dire apprendre des choses très techniques dès le matin, vous cherchez à faire la même routine que moi le matin alors que vous n'êtes pas du tout dans le bon état d'esprit, vous utilisez un mauvais outil qui ne vous correspond pas. Là, il vaudrait mieux passer à ça, sur cette stratégie-là, attendre que le cortisol fasse son effet, récupérer petit à petit une horloge biologique qui soit dans les clous, et après on pourra commencer la journée par quelque chose de plus poussé, de plus challengeant pour votre esprit. Idem pour apprendre un nouveau mouvement. Si vous êtes une sportive ou un sportif qui voulait progresser, performer dans votre discipline, là, c'est important de savoir que ça aussi, c'est une plasticité neuronale, c'est un apprentissage moteur, c'est la même chose. Donc, il faut bien comprendre quel schéma cérébral je suis en train d'utiliser. Est-ce que c'est le par défaut? Est-ce que c'est le science? Est-ce que c'est l'exécutif? Où en est mon DPO par rapport à la tâche que je suis en train de faire? Est-ce que c'est une stratégie que je connais? Ou est-ce que c'est une stratégie que je ne connais pas du tout? L'apprentissage, les informations que j'essaye d'accumuler en moi telle une éponge sont totalement nouvelles. Il va falloir vraiment que je fasse bosser mon architecte. Ouais, mais pour faire bosser mon architecte, est-ce que je suis dans le bon état d'esprit, le bon état énergétique? Comment je me sens là actuellement? Est-ce que les petits détails m'agacent? Est-ce que je suis trop haut et j'ai besoin de redescendre? Ou est-ce que je suis trop bas et j'ai besoin d'attendre que la courbe remonte? Ou est-ce que je suis juste au milieu? Et là, oui, je peux y aller. Voilà. J'espère que cette première partie sur la plasticité neuronale, ce lien avec les différents... surtout la dopamine, c'est intéressant, vraiment, avec ce neurotransmetteur-là au niveau du cerveau. Ce lien avec l'horloge circadienne et les glandes surrénales, le cortisol. Voilà, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça va vous aider dans vos routines matinales par exemple, et autres, et tout au long de la journée également, et à vous poser les bonnes questions par rapport à votre méta-analyse, c'est-à-dire l'analyse de votre propre analyse, l'écoute de votre propre narration. J'espère vraiment que Intégration va servir à ça pour vous. Allez, à bientôt dans la prochaine vidéo.